7h43. Cette société est en grande tension nerveuse, comme si elle était fatiguée psychiquement. Ce sont vos propos, Jean-Paul Delevoye, mais nous étions déjà il y a 2 ans, en 2010. Vous êtes à l'époque médiateur de la République et à ce moment-là, votre analyse ne passe pas inaperçue. Elle est reprise en boucle et fait même l'effet d'un électrochoc. Aujourd'hui, 2 ans après, Jean-Paul Delevoye, vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental et vos propos d'il y a 2 ans paraissent au fond comme une évidence, mais déjà peut-être faut-il les durcir. Et oui, la crise a continué à faire son travail. Les 10% de chômeurs sont quasiment atteints. Il y a quelques minutes, viennent de tomber les chiffres du chômage du 3e trimestre. Nous sommes à 9,9%, autant dire quasiment donc 10. Et les plans sociaux se multiplient. 8,6 millions de personnes vivent aussi sous le seuil de pauvreté, un niveau record depuis 1975. Alors lundi et mardi va se tenir la conférence nationale de la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, afin de tenter d'esquisser des pistes de solidarité. Mais enfin tout de même, dans ce contexte bien morose, le Conseil économique et social, que vous présidez, va également publier son rapport annuel sur l'état de la France la semaine prochaine. Que va-t-on y apprendre, Jean-Paul Delevoye ? D'abord, tout simplement par rapport à il y a 2 ans, le contexte géopolitique a considérablement changé. On mesure bien que d'ici quelques mois, on aura à l'évidence la capacité ou non de M. Obama de régler son problème de financement de la dette. Et l'on voit bien que selon la solution d'un accord ou pas avec les Républicains, il y aura ralentissement profond de l'économie américaine ou pas. On voit bien qu'en Chine, la Chine a investi 15% de son PIB dans l'immobilier. Les États-Unis, la crise de subprime, c'était 9. L'Espagne, c'était 12. Il va donc y avoir un problème de réajustement. Et l'on voit bien que l'Europe est rentrée en récession, même si le mot fait peur. Et l'on a un vrai débat. Est-ce que la croissance va tuer la dette ou la dette va tuer la croissance ? Et c'est un sujet qui pèse évidemment sur les perspectives de croissance de la France. Un certain nombre d'économistes parient sur une croissance plus faible que celle sur laquelle a tablé le gouvernement. Et l'on voit bien que vous avez d'un côté une tension dans les entreprises où il y a eu une tension sur les trésoreries. On voit bien que les entreprises sont au bord de la rupture de trésorerie, mais la perspective de commande est extrêmement faible pour l'amorce de 2010. Et effectivement, celles et ceux qui sont en situation de précarité sont même en train de payer, je écoutais votre chronique, presque une double peine, puisqu'ils payent lourdement lorsqu'ils sont mal endettés, des taux d'intérêt très importants et des coûts très importants. Et généralement, quand ils achètent à des prix quelquefois plus chers. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui un agrandissement des inégalités, quelques fractures qui se mettent en place, et notamment des fractures de caractère territorial. Et tout cela crée une perception de l'avenir extrêmement inquiétante. Y compris au sein de l'entreprise, il y a des études très étonnantes quand on les regarde de près. Par exemple, l'étude annuelle de l'Observatoire de la vie au travail, de l'OVAT, note que le moral des salariés s'est plutôt amélioré dans les grandes entreprises, mais largement dégradé dans les très petites entreprises. Notamment, on pouvait lire un article sur ce sujet-là dans le Nouvel Observateur du 20 novembre. Est-ce que c'est le signe là, par exemple, d'un salariat qui se fractionne et se parcellise ? La société française devient de plus en plus hétérogène et très fragmentée. Et effectivement, nous avons des quartiers qui aujourd'hui concentrent tous les échecs. Là où il y a les taux de réussite scolaire les plus faibles, les taux de revenus les plus bas, les taux de précarité, et derrière les taux de logement, les logements aussi les plus insalubres, etc. On a des phénomènes d'évasion de la réussite et de localisation de l'échec. Et dans les entreprises, on voit bien que les grandes entreprises ont généralement des conventions collectives qui ont été assez fortes, avec des perspectives de protection qui sont plus importantes, comme on dit, et aussi un étalement mondial d'un marché qui leur permet quelquefois d'arbitrer. La petite entreprise subit de plein fouet le marché local et l'on voit bien qu'il y a aujourd'hui, notamment dans un certain nombre de commerces, des chutes de consommation, dans le bâtiment des chutes de commandes. Et donc il y a, chacun d'entre nous d'ailleurs s'interroge en disant mais le monde, où va-t-il ? Et l'on voit bien que sur le plan géopolitique, on ne sait pas si la
début d'année 2013 verra un conflit armé au Moyen-Orient. On voit ce qui se passe en Égypte, en Tunisie, où évidemment, là aussi, la pression sur l'absence d'emploi est encore plus importante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes tombent dans la précarité. Alors, quel est, par exemple, votre regard et comment voyez-vous l'actualité la plus immédiate et ce qui fait la une des journaux, le bras de fer entre Florange, le gouvernement, Mittal et les syndicats? Nous recevions hier ici à votre place Jacques Attali, qui s'interrogeait sur la hiérarchie des informations dans cette période de crise et s'étonnait de l'importance que les médias donnent à l'affaire Mittal. On avait beau lui retorquer que tout de même il y avait d'abord une action gouvernementale que les médias éventuellement commentaient, mais enfin tout de même. Et voici ce que nous disait Jacques Attali hier. Je trouve étrange qu'on fasse de cette affaire les titres. Il y a 50 000 chômeurs de plus tous les mois dans ce pays. Pourquoi s'intéresse-t-on particulièrement à 500 personnes qui ne sont pas spécialement au chômage? Alors on voit bien que le court terme a tendance à tuer le moyen terme. Et c'est compliqué d'être obligé de gérer le court terme, notamment Florange, alors que la vraie question, c'est y a-t-il un avenir pour l'industrie sidérurgique en Europe? On voit bien que le site d'Aulnay a focalisé toutes les attentions, et en même temps, y a-t-il un avenir pour l'industrie automobile française et européenne? Et nous avons besoin aujourd'hui d'un formidable sursaut. Et nous sommes en train d'avoir des réflexes extrêmement suicidaires. Plus il faut penser à Europe, plus dans toute l'Europe, les concitoyens pensent au contraire nation. Plus on pense moyen terme, plus on pense court terme. Et je crois qu'il faut, pour les politiques aujourd'hui, avoir cette capacité où la crise peut peut-être les amener à avoir ce sursaut nécessaire. À chaque fois, on fait petit pas par petit pas, et comme on ne sait pas très bien où est le cap à moyen terme, on est en train de naviguer en permanence à court terme, en réaction et non pas en construction. Et vous diriez que c'est ce qui manque au gouvernement actuel, mais comme ce qui a pu manquer au gouvernement précédent? Attendez, mais je crois que tous les gouvernements aujourd'hui ont considéré que l'Europe était la confrontation d'intérêts nationaux. Et on a commis un certain nombre d'erreurs, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des champions de caractère mondial, on a créé une concurrence infra-européenne. Regardez, dans l'industrie automobile, Renault va investir 2,5 milliards, Peugeot 2,5, Volkswagen 10 milliards. Et donc on voit bien qu'il y a des concurrences internes. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre de politiques mériteraient d'être totalement menées sur l'indépendance énergétique, sur l'indépendance alimentaire et sur l'industrie de caractère européenne. Ensuite, il y a une société qui est en métamorphose. À chaque fois que les modes de communication et les modes d'énergie ont changé, ce qui est le cas aujourd'hui, la société est complètement en train de changer. Et on parle des 500 000 emplois industriels perdus, et ça c'est un drame social dramatique. On ne parle pas des 750 000 emplois créés par l'économie, par le numérique. Donc il y a des tas de choses qui se font sur le terrain, mais qui sont micros, et il y a effectivement de grands chocs industriels qui sont aujourd'hui en train d'avoir des adaptations extrêmement compliquées. Et nous n'avons pas ni la capacité de faire le changement, parce qu'on n'a pas fixé le cap du changement, on a des acteurs syndicaux et politiques qui sont un peu faibles et qui ont du mal à conduire le changement, et c'est vrai que dans ce cas-là, quand on n'a pas de vision d'avenir et d'espérance dans l'avenir, on est dans la survie du quotidien et dans la confrontation et la violence. J'ai envie de vous demander un souvenir personnel, et puis il y a presque prescription depuis le temps. En 2003, au moment de la liquidation judiciaire de Métal Europe, vous étiez, vous, ministre au gouvernement à l'époque de la fonction publique. Que retirez-vous de cette expérience de crise, enfin de ce moment de crise industrielle que vous avez dû vivre, j'imagine, de plein fouet dans les conseils des ministres divers de ce moment-là? Ça a été pour moi l'expérience humaine la plus douloureuse, parce qu'il faut se souvenir de cela. Nous avons appris le vendredi par la presse la disparition de l'entreprise. Et le lendemain, j'étais en réunion avec le préfet du Pas-de-Calais, et lorsque vous avez autour de vous les épouses des salariés qui se disent « mais de quoi allons-nous vivre demain ?» Parce qu'il n'y avait même pas de quoi payer le plan social, puisque l'entreprise n'existait plus. Et il a fallu d'ailleurs faire une jurisprudence tout à fait particulière, puisque l'État avait accepté de suppléer l'entreprise en versant 15 000 € à chacun des salariés. Donc c'était quelque chose d'humainement extrêmement douloureux. Et en même temps, politiquement, grâce à des syndicats et des syndicalistes responsables, nous avons pu gérer cette crise. Mais les résultats, et encore aujourd'hui, je suis invité tous les ans parce qu'ils font partie, je leur disais, l'épreuve a fait en sorte que nous vivions dans la même famille. Mais on s'est rendu compte que les plans de reconversion n'ont pas abouti aussi convenablement que nous l'aurions souhaité. Un certain nombre de personnes sont restées en dehors d'une reprise de travail, et quelques personnes n'ont pas psychologiquement pu surmonter cette épreuve. Donc l'on voit bien que dans une société mondiale qui a redistribué complètement et qui a recréé une division internationale du travail, nous avons peut-être, l'Europe a laissé
Je regardais quelques chiffres. Aux États-Unis, les entreprises européennes qui répondent au marché public, c'est 44 milliards. En Europe, c'est 400 milliards. Donc nous avons été, je crois, un peu naïfs sur l'absence de réciprocité. En même temps, nous sommes dans un moment où le politique a tendance à tuer le débat qui serait nécessaire. On voit bien le débat sur la TVA à la CSG, parce qu'elle a été portée par un camp politique, elle est rejetée par l'autre camp politique. Et alors qu'on aurait pu taxer un peu plus les importations pour alléger les charges du travail. Nous allons rentrer dans un moment où la croissance européenne va être durablement faible, entre 1 et 2%. À ce niveau de croissance, on ne finance pas les politiques de santé et de retraite. Donc il faut retrouver d'autres modes de financement. C'est l'objet d'ailleurs du rendez-vous de la protection sociale de début d'année. On ne créera pas des emplois en nombre suffisant. Ça veut donc dire que notre modèle social, qui était basé après la guerre sur une redistribution à peu près homogène sur tous les déciles des revenus. Aujourd'hui, les inégalités augmentent. Les déciles des revenus les plus faibles baissent. Les déciles des revenus les plus élevés augmentent puisqu'ils sont alimentés par des produits financiers. Et donc, nous avons pour la première fois un décrochage entre la performance économique et la performance sociale. Jusqu'où les peuples accepteront-ils ce développement des inégalités? À chaque fois, vous craignez l'explosion sociale, du coup, que vous diagnostiquiez quasiment, il y a déjà 2 ans? À chaque fois que dans l'histoire, il y a eu une perception juste ou injuste d'un développement des inégalités, une perception juste ou injuste d'un défaut de représentativité dans la démocratie représentative. À chaque fois que ces 2 facteurs ont été réunis, la porte est ouverte sur le populisme ou l'extrémisme. Et l'on voit bien que le XXe siècle, qui était le siècle des nationalismes, peut laisser la porte ouverte au XXIe siècle, qui pourrait être celui des populismes. Et nous devons être attentifs à ce qu'à défaut d'espérance politique, car aujourd'hui le projet politique apparaît plus comme une stratégie de conquête de pouvoir, qu'un pouvoir au service d'un projet de société. Vous faites allusion à la crise à l'UMP d'aujourd'hui, par exemple ? Mais par exemple, quand vous discutez avec nos concitoyens, ils en ont rien à faire de la carrière et de la stratégie et de savoir qui sera chef ou sous-chef. Ils se disent, mais vous les politiques, qu'est-ce que vous nous proposez comme projet de société? Quelle perspective en matière économique? Quel partage des richesses? Quelle place par rapport à l'activité? Sinon, à partir depuis une dizaine d'années, on a laissé se développer les chocs d'intérêts. Et l'on voit bien que les peuples se déchirent sur les intérêts alors qu'ils devraient se rassembler sur des causes. Et au lieu de défendre les médecins, on devrait défendre la médecine. Au lieu de défendre les agriculteurs, on devrait défendre l'agriculture. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, tous les débats politiques sont sur des chocs d'intérêts, mais au niveau européen, c'est la même chose. Les États se déchirent entre eux au nom de leur chèque, alors que l'espérance européenne est un formidable enjeu. L'Europe, quand vous prenez tous ses fondamentaux, elle n'est pas perçue comme telle aujourd'hui, mais oui, mais pourquoi ? Parce qu'elle apparaît comme un marchandage de petits intérêts sur de petits feux à de petits moments. Aujourd'hui, il y a une grande ambition européenne si elle veut être un outil de régulation du monde. Le monde n'a jamais été instable. Jamais été aussi instable. Que va-t-il se passer en Chine? Que va-t-il se passer aux États-Unis? Que va-t-il se passer au Moyen-Orient? Le seul facteur de stabilité peut être l'Europe. Mais en même temps, elle se déchire. L'Europe du Sud est endettée, avec des services autour de la France. L'Europe du Nord est riche, avec le poids industriel. Et la crise est en train de faire en sorte que les plus forts deviennent plus forts et les plus faibles deviennent plus faibles. La société ne supportera pas cette fracture. Vous avez mis en garde votre parti, au fond, sur le trop d'accent mis sur des questions de sécurité. Vous n'aimiez pas trop, au fond, l'idée d'une droite populaire au sein du l'UMP qui prenne l'importance qu'elle prend. Est-ce que vous craignez aujourd'hui, avec la querelle que l'on sait du côté de l'UMP, que tout de même tout cela profite, comme certains le prédisent, à l'extrême droite et au Front National à Marine Le Pen? Mais on voit bien qu'en fin de compte, l'offre politique aujourd'hui n'est pas une offre de conviction. C'est une offre de stratégie. Quand vous regardez la vraie frontière, c'est ceux qui croient à l'Europe et ceux qui ne croient pas à l'Europe, à gauche comme à droite. Et l'on voit bien qu'à droite, les convictions sont loin d'être partagées, et à gauche, les convictions sont loin d'être partagées. Donc allons-nous assister, sous le poids de la crise, à une redistribution de la carte politique, avec des extrêmes d'un côté, et peut-être une capacité, en période de crise, d'avoir une capacité de rassemblement, au moins parlementaire, permettant de surmonter la crise? Aujourd'hui, nous ne pourrons pas supporter des déchirements politiques
politiciens, nous avons besoin d'un rassemblement de citoyens. Et j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, toutes les organisations sont en train de se faire contourner de façon assez spontanée par des citoyens. Le printemps arabe, ça a été des révolutions sans slogan, sans chef, spontané. On voit bien que les pigeons ont contourné le MEDEF et qu'en Italie, des mouvements se passent. Donc je crois qu'il y a des choses qui vont se passer par les citoyens. Et que vous observez de près, nous y reviendrons dans la seconde partie, bien sûr, au Conseil économique et social et environnemental. Jean-Paul Delevoye. 8h17, la France a-t-elle encore un projet social à défendre? C'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Comme l'a montré Alain Ehrenberg, dans nos sociétés démocratiques contemporaines dominées par la figure de l'individu, les psychopathologies individuelles sont l'un des moyens privilégiés de la mise en récit du conflit social. Ainsi, la fameuse souffrance psychique est-elle justement tenue pour une forme d'expression de protestation sociale. D'où le succès qu'ont rencontré Jean-Paul Delevoye les formules que vous avez trouvées pour mettre en garde nos dirigeants sur la profondeur du malaise social. Une société en état de fatigue psychique, proche du burn-out, disiez-vous. Oui, notre société est en état de stress. Les Français ont le sentiment que la qualité des relations sociales s'est dégradée. La méfiance réciproque et non la coopération ou l'harmonie marquent les rapports entre groupes sociaux. Ceux-ci tendent à s'éviter mutuellement à travers des stratégies résidentielles bien décrites dans le ghetto français par Éric Maurin. Yann Algan et Pierre Cahuc ont décrit de leur côté une société en état de fragmentation, tant verticale qu'horizontale. D'un côté, méfiance généralisée envers les élites, tenues pour responsables d'une dégradation générale. De l'autre, des logiques corporatistes où chaque groupe professionnel essaye de tirer au mieux parti du bien public, le plus souvent au détriment des autres. Bref, la société de défiance. S'en tenir au seul critère de l'aggravation avérée pour les uns, pas pour les autres, des inégalités de revenus serait passé à côté de l'essentiel, car c'est une affaire de mesure. Si l'on s'en tient au coefficient de Gini, comme le fait l'OCDE, c'est-à-dire l'écart qui sépare le revenu de 10% les mieux payés aux 10% les moins payés, la France est l'un des rares pays du monde où les inégalités n'ont guère augmenté. Si l'on prend par contre en considération l'enrichissement spectaculaire au contraire des 0,01% les plus riches, on estimera que les inégalités se sont aggravées. Mais là n'est pas le problème. Ce qui travaille la société française, c'est le sentiment que les inégalités, à l'arrivée, ne sont pas légitimes. Contrairement à ce qu'on prétend souvent, les Français ne refusent pas l'idée de concurrence et de compétition. Comme l'écrit Louis Maurin, une société parfaitement fluide peut en théorie s'accompagner d'une compétition acharnée si tous ses membres sont à égalité sur la ligne de départ. Or, les Français ont le sentiment que chez eux, la compétition est faussée. Oui, les chances au départ sont par trop inégales. Car si notre société est excessivement hiérarchisée, ces hiérarchies sont figées beaucoup trop tôt. Le despotisme du diplôme initial détermine le destin professionnel selon une logique de caste. Le diplôme de la grande école, dans une moindre mesure le grade universitaire, sont devenus l'équivalent d'un titre conférant des droits selon une logique d'ancien régime fort bien analysée par Philippe Diribarne. Dans la mesure où l'école où tout se joue reflète et aggrave les inégalités sociales d'origine, certains sont jetés dans la course surchargée de handicap, tandis que d'autres bénéficient de passe-droit. Enfin, le sentiment se répand que beaucoup ne respectent pas les règles. Tous les sondages le prouvent, les Français sont relativement satisfaits de leur vie personnelle, mais archi-pessimistes quant à l'avenir de leur pays. La question, c'est de savoir si notre société a conservé son dynamisme d'antan, sa vitalité, ou si, paralysée par la peur de l'avenir, elle a tendance à se recroqueviller. Si l'ascenseur social continue à offrir des chances de promotion aux méritants, ou s'il est bloqué au bénéfice des élites et de leurs enfants. Comment rétablir la confiance des Français envers leur propre société? La chronique de Brice Couturier à télécharger et retrouver sur franceculture.fr. Jean-Paul Delevoye. Oui, c'est extrêmement pertinent d'avoir émis cette chronique parce qu'en réalité, les Français sont un des peuples les plus pessimistes au monde. Les Français ont un problème de mésestime d'eux-mêmes. Croyez-vous à l'avenir de la France? La réponse est non. Croyez-vous en votre avenir personnel? La réponse est oui, aux proximités. Et nous avons un système, et je crois qu'au-delà du choc de compétitivité, il faut qu'il y ait un choc culturel. Au moment où l'individu est en train d'émerger, dans sa liberté, dans sa créativité, dans son inventivité, au moment où l'économie par le numérique va complètement faire exploser une économie nouvelle, collaborative, d'échange, et qui va complètement perturber le système. On a un raidissement du système.
Et donc on a une première question à poser aux élites politiques. Vous et nous, qui sommes à la tête des syndicats, des organisations patronales, des administrations, qui tirons notre pouvoir, notre rémunération, allons-nous être suffisamment lucides, intelligents et honnêtes pour accepter d'ouvrir un débat dont une des finalités sera peut-être de remettre en cause les structures qui assurent notre hiérarchie. C'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui on demande à la société... Tout est dit, vous dites remettre en cause. Mais évidemment, dans un moment de crise, on n'a pas envie de remettre trop en cause. Si nous sommes en métamorphose, le futur est la contestation de notre présent. Ça veut dire qu'il faut que l'on soit suffisamment attentif au fait qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qui se font sur le terrain, bien plus qu'on l'imagine, mais il y a une formidable stérilisation à l'échelon central. Deuxième choc culturel. La France est un des rares pays au monde à vous mettre en permanence devant vos échecs et non pas devant vos atouts. Si vous échouez à l'école, vous êtes nul. Si votre femme est partie, vous êtes nul. Si vous avez déposé le bilan, vous êtes nul. Si vous n'avez pas de Rolex, vous êtes nul. Or, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous accompagner dans vos efforts. Il y a une étude extraordinaire qui a été faite. Oui, puis on s'en fout par de Rolex. Un groupe de chercheurs américains qui a mis des enfants dans 2 types de situations, même niveau scolaire. Des enfants à qui on a mis des exercices extrêmement faciles et où les enseignants ne passaient leur temps qu'à dire « vous êtes les plus beaux, les meilleurs, c'est intelligent ». Et l'autre, devant des exercices extrêmement difficiles, où évidemment ils étaient en situation d'échec. Et là on disait « formidable, vous faites des efforts pour vous en sortir, vous exploitez vos erreurs ». 10 ans après, le premier groupe fuyait la difficulté, le second groupe recherchait la difficulté. Or, en France, nous sommes un pays qui rajoute une mésestime de soi à une mésestime de soi. Vous allez à Pôle emploi, si on vous dit, on rajoute une souffrance à une souffrance. Et aujourd'hui, le choc culturel, c'est un choc psychologique. Oui, mais est-ce que parfois, Monsieur Delevoye, on ne s'y prend pas un peu mal par rapport, pour provoquer ce choc culturel dont vous parlez, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que quand on dit justement, par exemple, aux ouvriers menacés de licenciement et à qui que l'on incite à la reconversion, on leur dit, oui, mais enfin, vous êtes nuls quand même, après tout, aujourd'hui, il faut être mobile, se former, bouger, se déplacer, déménager. C'est un peu facile de le dire ça d'en haut à quelqu'un qui n'a plus un sou et qui déjà ne se demande bien ce qu'il va pouvoir faire pour survivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais attendez, vous avez d'autres... On entend ça. Mais oui, aujourd'hui, évidemment, il faut prendre conscience qu'il faut bouger. Parce que nous sommes là aussi dans un système où on a tendance à soulager nos consciences en apportant des compensations à ceux qui vivent des handicaps. Et non pas à mettre en place des politiques d'accompagnement qui permettent aux personnes à surmonter des difficultés. Plus personne ne sera à l'abri des accidents de la vie. Divorce, perte d'emploi, etc. Tout notre système est un système de gestion de dossiers, pas un système de gestion des personnes pour leur surmonter les difficultés. Et l'on voit bien que, par exemple, en Italie, vous avez une coopérative qui essaie de regarder la situation de la personne, et s'il faut 3 ans pour la remettre sur pied et lui redonner, ils mettent 3 ans d'accompagnement. En France, quelle que soit votre situation, on respecte les normes et on vous donne 6 mois de stage. Quand on a ensuite la situation dans laquelle nous sommes, où la survie du quotidien est en train d'aveugler complètement l'avenir. Les 3 sujets de préoccupation qu'on a pu détecter, notamment avec Yann Algan sur les blogs, c'est quoi? C'est 1, l'alimentation, le prix de l'alimentation que vous évoquiez tout à l'heure. 2, c'est le prix du carburant. 3, c'est le montant des impôts, c'est-à-dire le reste à vivre. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un grand nombre de nos concitoyens sont dans l'angoisse de la fin du mois. Un industriel laitier qui surveillait la consommation de ses produits voyait la chute de ses produits à partir de la seconde semaine. Aujourd'hui, il le voit à partir de la première semaine. Donc l'on voit bien qu'il y a des tensions et que comme nous allons rentrer dans un phénomène de croissance faible, donc de revenus faibles, nous devons absolument réfléchir à l'allègement des charges. Comment se baser, non pas pour maîtriser par un budget l'augmentation du carburant, comment diminuer la consommation de carburant. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, l'économie circulaire, l'économie par le numérique. Donc nous sommes en train de rentrer dans un nouveau monde. Et évidemment, si l'on continue à construire la mésestime de soi, la France est un pays incroyable. On a quitté le siècle des Lumières pour aujourd'hui considérer que le progrès est un facteur de risque plus qu'un facteur d'opportunité. Et donc c'est un sujet complètement culturel. Et on attend des politiques qu'ils fixent un cap. Or, aujourd'hui, on a des réactions et des postures. Et là, on est en situation de guerre économique qui fait que, comme pour reprendre la phrase que je me permettais de dire au président Hollande lorsqu'il est venu au Conseil économique, rappelons-nous ce que disait Winston Churchill, l'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. La situation dans laquelle nous avons laissé la planète, en termes de la dégradation environnementale, la dette et la situation sociale, fait que nous devons repenser complètement
la liaison entre la performance économique et la performance sociale et réfléchir à l'épanouissement. Donc le regard que nous devons porter est un regard nouveau sur la pauvreté, sur l'activité, puisqu'il n'y aura pas d'emploi marchand pour tous, et sur les biens non matériels, parce qu'on a laissé croire par la société de consommation qu'il suffisait de consommer pour exister. Brice Couturier. Oui, ce qui est frappant, ce que vous dites aussi, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle économie à cause du numérique. On est rentré dans une économie du savoir, où les échanges, l'horizontalité, la coopération fluide, les coopérations partielles qui ne durent qu'un instant, remplacent une société qui était une société industrielle, qui était fondée sur des hiérarchies fortes. Et il y a donc un déphasage culturel. On était dans une production de masse avec le taylorisme, on était dans des structures extraordinairement hiérarchisées, parce que la France est un des pays les plus hiérarchisé d'Europe, avec des dirigeants, des cadres, des exécutants auxquels on ne demandait finalement aucune forme d'initiative, et on nous demande de rompre avec notre culture, comment dire, napoléonienne, bonapartiste, celle de la fonction publique, en particulier des grands corps de l'État, extraordinairement rigide, et on nous demande de rentrer dans une société fluide, de coopération, où ces coopérations sont, encore une fois, partielles, relatives à un projet concret, précis, et doivent s'effacer ensuite. C'est donc une remise en cause culturelle profonde qu'on nous demande. C'est un petit peu comme si on demandait à l'armée prussienne d'un seul coup de devenir l'armée américaine contemporaine. Est-ce que ce choc n'est pas beaucoup trop dur à supporter, et est-ce qu'il ne fait pas partie de cette fameuse de cette souffrance psychique que vous nous décrivez si bien? Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique et social et environnemental. Tout simplement parce que quand on est en métamorphose, la conduite du changement est aussi importante que le cap du changement. Et là, on a deux problèmes. Lorsqu'on posait la question à Confucius de savoir ce qui faisait la force d'un pays, il disait qu'il y avait trois éléments: les armes pour se défendre, les vivres pour nourrir le peuple et la confiance du peuple dans les élites. Quelle est l'arme la plus redoutable? La confiance du peuple dans les élites. Or, aujourd'hui, il y a un discrédit, il y a une perte de confiance du peuple dans les élites. Quand on ne croit plus au chef, on ne croit plus au discours et à l'horizon. Deuxièmement, on est tous les uns et les autres sur la dictature du court terme. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. Quand il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de responsabilisation. On ne pourra pas construire une responsabilité collective sur une déresponsabilité individuelle. Troisième élément, et vous avez 1000 fois raison, on est à un moment donné où il faut libérer les forces du terrain, et notre société verticale a un double effet. Elle stérilise à l'échelon central toutes les initiatives locales, et elle a un deuxième inconvénient, c'est que cette notion de la suprématie, c'est que la France est un des rares pays au monde à préférer la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. Et quand on se croit à la tête, on se croit supérieur, c'est-à-dire qu'on fait sentir à l'inférieur le poids de son infériorité. Alors qu'aujourd'hui, être à la tête, c'est être responsable. Et le rôle du responsable, c'est être au cœur de la société de façon horizontale. Et quand on est dans une structure verticale, on contrôle. Quand on est dans une structure horizontale, on régule. Et l'on voit bien que donc la force des territoires va créer aujourd'hui cette réponse nécessaire de la résilience sociétale. Comment la société japonaise se reconstruit après la catastrophe de Fukushima? Comment la société norvégienne se reconstruit après avoir découvert que Breivik est un des siens et qu'il commet un crime horrible? Comment la société européenne va se reconstruire au moment où elle est en train de basculer, d'avoir un déclin? Le discours du président chinois, c'est de dire: je vais faire passer le pouvoir d'achat des Chinois de 3 500 € par habitant à 7 000. Nous sommes à 30 000. Est-ce que l'on va baisser? Comment on va réguler le monde alors qu'on est déjà, en termes de géopolitique, dans des tensions en matière de rareté des matières premières? Donc les débits, le débat, c'est aujourd'hui une mobilisation pour un nouveau mode de société, et avec non pas la cohésion sociale qui consiste à dire: je suis dans les clous, je paye celui qui n'est pas dans les clous, et on met en place des mécaniques d'exclusion alors qu'on cultive un discours d'inclusion. On défile sous le nom de la mixité sociale, alors qu'en réalité aujourd'hui on a la concentration des échecs, et on a des ségrégations et des ghettos de pauvres et des ghettos de riches, avec une économie parallèle qui est en train de remplacer l'économie républicaine. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui nous devons passer de la cohésion sociale à la vitalité sociale, et donc à la gestion de proximité. Agnès Benassi-Carré. Oui, je voudrais qu'on précise un peu la notion de la confiance dans les élites. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que les élites, ça peut vouloir dire les responsables politiques, mais ça peut vouloir dire aussi les responsables d'entreprise. Et aux États-Unis, je suis absolument sûre qu'il y a très peu de confiance dans les élites politiques. Mais il y a la confiance dans les élites de l'économie. Donc, je voudrais savoir un peu quelle est la situation en France. Est-ce que le problème, c'est pas finalement plutôt le manque de confiance dans les responsables d'entreprise? En réalité, on a tout. Parce qu'on s'est rendu compte que, à force d'avoir laissé le citoyen
se transformer en consommateur de la République, où je ne veux pas que le juge soit bon, je veux qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal, que le prof soit bon, je veux qu'il mette 20 à mon gamin, et que peu importe la conviction du politique pourvu qu'il préserve mes niches fiscales, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans un consumérisme républicain en ayant détruit les valeurs de la République au profit d'un calcul d'intérêt. Et là, on s'est aperçu que le politique s'est transformé en produit de séduction. C'est-à-dire qu'on cherche à gagner un électeur, même si on perd un citoyen. C'est pas spécifique à la France, c'est partout ça. C'est partout. Et donc, on a un problème de danger pour nos démocraties. Pierre Rosanvallon, d'ailleurs, est en train de l'indiquer. On voit bien qu'aujourd'hui, sur la légitimité de l'élection, est en train d'apparaître la légitimité de la contestation. Et si je ne crois plus à la force du droit, je revendique le droit à la force, d'où la montée des violences. Quand on est dans la politique, dans l'entreprise, il est évident que on ne peut pas avoir ce type de schéma. Je connais des entreprises dans lesquelles il y a une formidable citoyenneté d'entreprise et une affectio sociatis entre le patron, qui est du camp des salariés, avec des formidables mobilisations, et par contre, on a des patrons qui sont du côté des actionnaires, avec effectivement une défiance assez lourde. Et qu'est-ce qui s'est passé, contrairement à l'Allemagne? Après la guerre, on a voulu que l'Allemagne soit faible. Et on a augmenté le poids des Länder, et on a affaibli le décideur politique en lui demandant de prendre une décision après l'accord patronal et l'accord syndical. Et ce qui devait faire la faiblesse de l'Allemagne en fait aujourd'hui sa force. En France, les acteurs syndicaux et les acteurs politiques sont faibles. Quand on est faible, on se construit dans le conflit et non pas dans le dialogue. Et dans le changement, c'est le dialogue qui est important. Et quand Louis Gallois a demandé dans son rapport de mettre des syndicats au sein de la stratégie d'entreprise, où moi je suis totalement favorable à cette démarche. Je connais de grandes entreprises européennes où les GRH, les DRH, les directeurs des ressources humaines, ont impliqué les organisations syndicales dans l'élaboration de la stratégie et de l'évolution d'entreprise. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Chacun se construit dans la posture et dans le conflit. Et l'on voit bien qu'effectivement, il y a une méfiance dans les organisations, dans les élites. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, l'on voit des mouvements de citoyens apparaître. En Italie, Giuseppe Basso, c'est 20% du poids politique et il est en train de gagner des villes alors que c'est un ancien clown. En Islande, on a contesté la décision islandaise. Et si l'on n'y prend pas garde aujourd'hui, les organisations seront recontournées par des forces citoyennes qui, elles, vont s'exprimer. Et je crois beaucoup à la capacité des expressions citoyennes qui vont, elles, retrouver probablement le sens de l'intérêt général, alors que les élites, quelquefois, ne jouent que sur des intérêts stratégiques et particuliers. Cela dit, vous parlez des plus faibles. Comment analysez-vous, il y a aujourd'hui dans les Échos, en page 6, l'entretien avec Martin Hirsch, président de l'Agence du service civique. Et il y aura aussi un plan donc contre la pauvreté qui sera présenté mardi. Martin Hirsch fait le bilan du RSA. Ne tournons pas autour du pot, dit-il. Il y avait un objectif, il n'a pas été atteint, réduire la pauvreté d'un tiers en France. Le RSA activité a simplement réduit l'impact de la crise en permettant de sortir 200 000 à 300 000 personnes de la pauvreté. Mais il y a un énorme mais, c'est celui du non-recours. On constate qu'il y a à peu près 50%, qu'on n'arrivera pas même à 50% de ceux qui auraient recours, qui pourraient avoir recours au CSA et qui ne le demandent pas. Et contrairement à ce que l'on croit, même si au fond cela contente les gouvernements parce que on s'en accommode et que ça diminue de la dépense, cela crée un gros problème que beaucoup de personnes finalement ne demandent pas même cette aide-là. Ça, c'est un signe très grave au fond des temps, qu'on ne demande même pas l'aide à laquelle on aurait droit et qui pourtant en plus n'arrangera pas, enfin arrangera un peu, mais ne changera pas énormément la situation. Un constat que j'avais fait en tant que médiateur de la République, c'était que je constatais que l'accès au droit était la plus grande des inégalités. C'est absolument incroyable. Et nous devrions développer, et soyons attentifs aujourd'hui que pour des raisons budgétaires, un grand nombre d'associations qui étaient des acteurs externes de la justice ou de politique sociale sont aujourd'hui condamnées quasiment au dépôt de bilan, au moment où on en a plus besoin que jamais. Le deuxième élément, c'est vous êtes totalement sur le sujet que j'évoque. Est-ce qu'aujourd'hui, notre offre normative correspond aux besoins de la société? On demande de respecter les règlements, pas forcément de respecter la société. Donc les profs, on leur demande de respecter les programmes et pas forcément les élèves. C'est-à-dire que si un prof a fait son programme, on lui dit c'est un bon prof, même si les gamins sont tous partis de l'école parce qu'ils n'avaient pas envie d'apprendre. Et aujourd'hui, il ne faut plus obliger à apprendre, il faut aimer à apprendre. Il ne faut plus obliger à travailler, il faut aimer à travailler. Mais en même temps, quand on voit qu'aujourd'hui, on offre, on vous demande de rester dans la case, et cette case exclut. On est dans une société totalement normative. Alors quand on est dans les normes, on se sent bien. Et on est condescendant en accordant un handicap de compensation à celui qui n'est pas dans la norme. Or, on n'a pas compris qu'on était dans les mécaniques d'exclusion au moment où on a besoin de jouer collectif. D'où la logique du refus. D'où la logique de la dérogation, d'où la logique de l'expérimentation. Si notre système ne marche pas, essayons d'inventer et d'accompagner celles et ceux qui ont des idées nouvelles. Je vous donne un exemple.
on a des gens qui sont dans des situations extrêmement précaires, extrêmement cassées. Et vous voyez des communautés Emmaüs qui arrivent en contrepartie d'un travail d'offrir le logement et le gîte. Mais le problème, elles ne sont pas dans les clous par rapport au code de travail. Elles peuvent être attaquées au tribunal. Oui, et on s'aperçoit qu'elles ont une formidable réponse sur le bien-être social d'un certain nombre de gens qui ont été exclus de la société, qui étaient dans la rue. Mais parce qu'elles ne sont pas dans les normes, elles sont condamnables. Le problème, c'est quelle est la priorité? Est-ce que c'est la dignité de la personne humaine et l'accompagnement de celle-ci à être en regard d'une activité utile à la société? Ou est-ce que l'on a ce type de constat? Je me sens de plus en plus inutile. Et dans ce cas-là, si le système m'exclut, je n'ai que deux solutions, me détruire ou détruire le système. Il faut savoir que le nombre de suicides à la SNCF a doublé. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, le montée des violences infraconjugales est en train d'augmenter. Donc si nous n'avons pas aujourd'hui une réflexion pour dire arrêtons d'imposer ces systèmes des normes. Je voyais des constructeurs, on a un problème de logement aujourd'hui. Les constructeurs me disent, j'ai demandé à ce que l'on me fasse le stock de tout ce qui est en commande, mais qui est gelé par des recours administratifs quelquefois abusifs. Mais si nous pouvions libérer tout cela, on pourrait avoir des réponses extrêmement immédiates. Il faut réquisitionner les biens ecclésiastiques comme le demande Cécile Duflot. Alors, c'est évident qu'en situation d'urgence, avoir des logements vacants, moi je ne cherche pas à savoir si c'est l'église ou pas l'église, des logements vacants, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Mais en même temps, on peut peut-être avoir des logements d'urgence. On voyait bien, alors je ne veux pas comparer la Chine, mais en Chine, on est capable de construire 17 000 m² en 3 mois. Bon, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vous demande de répondre en urgence dans une ville, on vous dit oui, le permis, le truc, etc., etc. Au XVIIIe siècle, on mettait 5 ans pour construire et on mettait 3 mois pour décider. Et maintenant, on met 3 mois pour construire et 15 ans pour décider. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est complètement la tête à l'envers. Donc à un moment donné, si on est en situation de guerre, ce qui va être le cas en 2013, avec un mur du chômage, un mur de croissance, qu'on mobilise tous les échelons de l'État sur le plan territorial et qu'on accompagne toutes celles et ceux qui même ne sont pas forcément dans la norme, mais c'est le résultat qui va compter. Alors on ne peut pas laisser tout faire, mais à partir du moment où on respecte l'environnement, on respecte les ressources humaines, acceptons un droit dérogatoire et d'expérimentation pour celles et ceux qui, sur le terrain, permettent à des gens de vivre et non pas de survivre. Alors nous arrivons quasiment au bout. Brice Couturier. Une question très brève et très provocatrice. Vous nous décrivez une société ultra rigide, ultra réglementée, ultra hiérarchisée. Est-ce que c'est pas le problème? Est-ce que le problème c'est pas l'État? C'est notre État qui est ultra rigide et qui est trop réglementé et trop hiérarchisé. La société, elle est beaucoup plus fluide. Absolument, mais Jean-Paul Delevoye. Absolument, mais en même temps on est très schizophrène, c'est-à-dire qu'en même temps on demande de la souplesse et dès que quelque chose nous gêne, on est prêt à recourir à la justice pour essayer d'empêcher les choses. Donc on est dans un débat complètement schizophrénique. On est tous pour la solidarité sociale, mais si le maire vient demander des logements de gens précaires à côté de chez vous, on est les premiers à s'offusquer. On est tous pour avoir un TGV. Donc à un moment donné, il va falloir qu'effectivement on retrouve cette fluidité qui correspond à l'économie moderne. Merci Jean-Paul Delevoye. Donc je rappelle que la semaine prochaine vous remettez un nouveau rapport, le rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental sur l'état de la France. Vous êtes quand même ou pas encore? C'est ça, la loi nous oblige à faire cela, oui. et l'on va essayer, à partir de l'année prochaine, d'essayer de mettre quelques indicateurs qui soient spécifiques au CESE pour essayer d'interpeller le politique dont on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a un écart entre la perception et la réalité. Et il faut faire émerger cette réalité du terrain qui n'est pas suffisamment... On a un défaut en France, on ne veut et on accepte des statistiques que celles qui nous plaisent. Or aujourd'hui, on oublie qu'il y a une économie parallèle qui est en train de se mettre en place et qui est en train de structurer les territoires. On a des espérances parallèles qui sont en train de remplacer l'absence d'espérance politique ou l'absence d'espérance économique. Et donc, attention, notre société est en grande tension, mais on a les mêmes problèmes dans les pays voisins. Alors, vous êtes très actif sur Twitter, par exemple, Jean-Paul Delevoye. Vous voulez faire du CESE une maison du temps long et une maison des citoyens. Bon, vous connaissez tout de même la rengaine. D'aucuns disent, et beaucoup, parfois, commentent le CESE, Conseil économique et social et environnemental, comme une maison qui ne sert à rien. Moi, les premiers propos que j'ai tenus lorsque je suis arrivé, puisque j'ai répondu à la demande des syndicats patronaux et salariés, je leur ai dit, écoutez, on a 5 ans pour prouver notre utilité citoyenne.
Si dans 5 ans, les citoyens estiment que l'argent que l'on met pour faire financer le CESE ne sert à rien, on doit demander la suppression. Je crois qu'aujourd'hui, plus aucune institution... Non, moi, c'est clair. Non, mais attendez. Mais les gens ne comprennent pas. C'est pas votre statut qui vous assure les la agences pérennité. et tous les comités évidemment, pour avancer la même chose, on ferait beaucoup d'économies. Je crois qu'aujourd'hui, l'argent public doit servir à l'utilité et à l'intérêt général. Ce qui est grave dans notre société, c'est la disparition de l'intérêt général. Et ceux qui se croient privilégiés par leur statut n'ont rien compris. Nos concitoyens aujourd'hui ne regardent pas le nombre d'étoiles de l'hôtel, ils regardent les commentaires des clients. Et si on ne répond pas aujourd'hui à une capacité de pouvoir porter et accompagner le décideur politique à prendre la bonne décision, c'est Elie Wiesel qui disait ça. Quand je rentrais d'école, ma mère ne me disait jamais « est-ce que tu as bien répondu ? Est-ce que tu as posé la bonne question ?» Or, en France, le débat politique, on préfère le confort des réponses à l'inconfort des questions. Merci.